Merci Valentine. Avec nous donc pour ce deuxième plateau, Christophe Robert, directeur général de la Fondation Abbé Pierre, Clarisse, bénévole au sein du collectif Solidarité Migrants Wilson à la Plaine Saint-Denis en Ile-de-France, Yann Manzi, cofondateur d'Utopia 56, association d'aide aux migrants, notamment à Calais et à Paris, et puis Jules, administrateur du centre Emmaüs La Roya, bénévole également auprès des personnes à la rue à Nice. Bonsoir à toutes et tous. On va commencer tout peut-être par le témoignage de Monsieur Touré, d'origine malienne, qui est travailleur sans papier depuis 19 ans en France et il vit là depuis plusieurs mois avec plus de 200 personnes dans un hangar à Montreuil. Le confinement, évidemment, complique encore un peu plus la donne. Et aussi, nous, ici, nous sommes ici, la contagion, ça va plus vite. On est 200 personnes, l'un de l'autre, et serrés. C'est invivable. La contamination, c'est le plus rapide. On a du mal à vivre et on a du mal à dormir à cause de la virus. Donc on est en danger ici. Donc on aimerait bien faire un changement et aussi séparation si c'est possible. Et le virus, c'est très dangereux par rapport à l'humanité, par rapport à ce moment. Et donc, en quoi c'est dangereux déjà pour vous, le confinement? Pour nous, l'ensemble total, et pour nous, c'est dangereux par rapport au serrer les lits l'un de l'autre et 40 cm l'un de l'autre et un seul micron des frigos pour 200 personnes. Alors la contamination, ça va trop vite. On n'a qu'une seule chute pour plusieurs gens. Et ici, la contamination, ça va trop vite. On doit faire attention à tout pour ouvrir la porte, pour ouvrir le robinet, pour toucher. On doit faire attention. Et donc, on a le peur. On a tous peur l'un de l'autre. Christophe Robert, la situation est critique, hein, on l'entend, pour des personnes qui vivent déjà en temps normal dans une extrême précarité. Quels sont les retours que vous avez, vous, du terrain? Vous me disiez que c'était aussi assez dantesque. Comment vous pourriez décrire cette situation? Oui, ce témoignage est douloureux. Au fond, on voit que toutes les personnes qui sont aujourd'hui à la rue, en squat, en bidonville, qui depuis des mois ou des années vivent déjà des situations très difficiles, aujourd'hui sont plus que jamais menacées, extrêmement inquiètes. Il y a des personnes qui ont faim, il y a des personnes qui ont peur d'être contaminées. On voit que, donc, avant tout pour ces personnes-là, il y a une urgence immédiate, totale. Et il faut impérativement que nous mettions tout en œuvre pour leur apporter le nécessaire, les besoins vitaux. On a aussi un risque pour l'ensemble de la population parce que des lieux comme celui-ci que nous venons de voir, il y en a d'autres en France, sont des foyers de contamination potentiels et donc d'extension du virus. Donc, c'est un enjeu considérable pour chacune des personnes qui est en souffrance aujourd'hui dans notre pays, mais c'est aussi un enjeu pour nous tous et il nous faut des réponses très énergiques, très vite. Est-ce que le gouvernement a compris, a conscience de l'urgence? Vous êtes en relation étroite avec le ministère, donc est-ce qu'il est question d'accélérer la mise à l'abri, voire de réquisitionner des locaux? Il y a plusieurs choses qui sont en cours de développement. C'est une course contre la montre. En fait, on est face à un marathon sans froid en termes tous d'organisation, de réponses à apporter, mais il y a une urgence absolue. Qu'est-ce qui se passe? La solution aujourd'hui, c'est de mettre tout le monde à l'abri, dans des hôtels, dans des logements vacants, dans des résidences étudiantes, dans des centres de vacances qui sont restés vacants aujourd'hui parce que le pays est à l'arrêt. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 2000 places d'hôtels qui ont été mobilisées dans cet esprit. Mais il faut accélérer toutes ces solutions pour apporter une réponse à chacun, pour que chacun puisse se reposer, se confiner, se soigner si besoin. Et puis, il y a un enjeu médical.
C'est-à-dire qu'il faut que toutes les personnes en très mal logement, toutes les personnes en situation de précarité aujourd'hui puissent avoir bien sûr accès à l'hôpital, comme chacun d'entre nous, si tant est qu'il y a des urgences médicales qui s'imposent, ou développer des espaces. Alors on parle de centres de desserrement qui sont en cours de développement. Il y en a 7 aujourd'hui qui sont sortis de terre depuis le début de la crise. Il devrait y en avoir 80 à terme pour orienter des personnes sans domicile, des personnes qui sont dans des bidonvilles, dans des squats ou dans des centres d'hébergement où il n'est pas possible de leur proposer une chambre individuelle. Donc ces centres, il faut faire très vite. Donc pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, il y a l'urgence qui a été saisie par les acteurs de la puissance publique, mais il faut accélérer, il faut qu'on fasse un sprint pour pouvoir apporter une solution à chacun. Et là, on n'y est pas encore, y compris même sur l'accès à l'alimentation et l'accès à l'eau sur un certain nombre de bidonvilles, de squats ou de situations extrêmement tendues. Disiez-vous également en préparant cet entretien, est-ce que ça encore, c'est malheureux de poser la question, mais c'est une situation exceptionnelle par rapport à d'habitude, ou est-ce que c'est simplement la répétition aggravée du climat habituel? C'est une situation exceptionnelle du fait de la crise sanitaire que nous vivons. Ça s'explique assez simplement. Tous les services d'aide aux personnes en difficulté qu'on appelle de première ligne, les maraudes, les distributions alimentaires, les accueils de jour, la logique d'aller au-devant des personnes qui se développent avec des bénévoles, des associations, aujourd'hui sont réduits depuis une dizaine de jours parce que une partie de ces bénévoles ou de ce personnel sont eux-mêmes affectés par le virus, sont en confinement, doivent s'occuper de leurs enfants, ont peur, toutes des raisons bien légitimes. Donc il y a un enjeu, et c'est en train de se réorganiser depuis 3 jours de manière plus satisfaisante, heureusement, mais il y a des gens qui ont faim. C'est la raison pour laquelle on a débloqué aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de tickets services pour apporter dans les lieux, parce que si la distribution alimentaire auquel on était habitué ou l'épicerie sociale dans laquelle on allait s'alimenter eh bien, est fermée, pour distribuer ces tickets, on va pouvoir aller acheter, les personnes sans domicile vont pouvoir aller acheter dans un magasin qui est resté ouvert de quoi se nourrir ou des besoins liés à l'hygiène, si vous voulez. Donc il faut que dans l'urgence, on multiplie cette solution, le temps que partout se réorganise la capacité d'intervention pour apporter une réponse à chacun. Et puis il y a des endroits où les problèmes existaient depuis longtemps. Je pense à des bidonvilles où il n'y avait pas d'eau. Marseille, c'était le cas depuis longtemps et on a su que depuis ce matin, il y avait une alimentation en eau qui arrivait enfin. Mais on parle bien de besoins, mais de première nécessité, c'est inimaginable ce dont on parle. C'est pour ça qu'il faut une accélération immédiate de toutes nos capacités d'intervention pour apporter une réponse à chacun. Je crois qu'il y a évidemment les problèmes des personnes qui sont dehors, les problèmes qui sont dans des structures un peu vacillantes là en ce moment, et puis il y a aussi toutes les personnes qui sont logées mais très mal logées, dans des logements insalubres et très peuplés, où le confinement est là aussi très difficile pour elles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et quelles sont les alertes que vous avez là-dessus? Oui, je ne vous cache pas que la situation extrêmement tendue sur le front des personnes sans domicile a fait que pendant une semaine, toute la réorganisation dont je parlais à l'instant et la mobilisation qui reste encore à développer pour apporter une réponse à chacun a constitué la priorité. Mais nous étions déjà bien inquiets de quoi? De savoir qu'il y a des personnes qui vivent dans des logements surpeuplés. Je rappelle qu'il y a quasiment 1 million de personnes qui sont dans des logements surpeuplés, à peu près 300 000 enfants mineurs, des personnes qui sont dans des logements insalubres, indignes. Pour que chacun se fasse une idée, c'est tout ce qui nous a été révélé au grand jour avec la catastrophe d'Aubagne. C'est-à-dire que je suis logé, mais je suis dans un logement dangereux pour ma santé. Je suis logé, mais je suis dans une situation de surpeuplement qui accroît les tensions, avec le risque de violence conjugale, avec le risque de promiscuité, de problèmes de santé. Et donc, toutes ces catégories de situations de mal logés, aujourd'hui, sont en train de remonter durement, avec des personnes qui disent « Mais moi-même, j'ai plus d'activité. J'avais une activité qui pouvait être au noir, qui pouvait être dans l'économie informelle, mais aujourd'hui, il y a même des enjeux d'alimentation qui nous remontent depuis hier matin sur ce registre. » C'est vrai aussi dans les quartiers populaires, les quartiers de la politique de la ville,
où on sent qu'il y a là une fragilité énorme de personnes qui avaient ou des petits boulots qui ne peuvent plus exercer. Donc, il y a des enjeux financiers. C'est pour ça que nous appelons à un fonds pour pouvoir aider les personnes à payer leur loyer, à payer leurs charges, à pouvoir continuer à avoir un téléphone. Parfois même, nous envisageons ce matin même de faire aussi une distribution de tickets services dans les quartiers aussi populaires parce que des besoins remontent dans ce sens-là. Donc là, il y a aussi tout un pan de notre population fragilisée depuis longtemps, souvent invisible, qui est en train d'avoir peur. Peur, sincèrement. Les messages que nous avons, c'est de la peur. Il nous faut là aussi organiser collectivement la capacité d'apporter des réponses concrètes aux personnes. Très bien, merci pour ce témoignage et ce panorama de la situation aujourd'hui du point de vue de votre association. J'imagine qu'il est partagé par les autres grandes associations de solidarité en France. Ouais. Oui, on travaille beaucoup ensemble. Là, nous allons avoir une réunion avec le ministre Julien Denormandie du Logement pour justement faire remonter tous ces besoins que nous essayons de faire remonter du local pour que le plus rapidement possible, à chaque problème, il puisse y avoir une réponse. Il va falloir une ambition considérable, une logistique considérable, une organisation considérable, une solidarité collective considérable. Vraiment, je ne voudrais pas faire du catastrophisme, mais pour certains, c'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça qu'on ne peut pas réduire notre dynamisme collectif pour apporter des réponses heure par heure supplémentaires pour que chacun puisse avoir un toit sur la tête, de quoi s'alimenter et se protéger. C'est fondamental, fondamental. Merci beaucoup Christophe Robert. Je me retourne virtuellement vers vous, Clarisse. Vous faites partie du collectif Solidarité Migrants Wilson.